Et coucou tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Vous excuserez tout de suite si vous entendez un bruit de fond, c'est le ventilateur que j'ai sur moi puisqu'il fait actuellement 32 degrés. Voilà, et que j'ai chaud. Comme vous pouvez le voir, ma peau hyper brillante. Je suis désolée, ça sera... de toute façon, ça va être le visage de l'été. Préparez-vous, le visage luisant, le ventilateur en bruit de fond. J'espère que c'est juste pas trop gênant pour vous au niveau de l'écoute. Si c'est le cas, je m'en rendrai compte au moment du montage. Cette vidéo sortira quand même, mais je ferai en sorte de pas le mettre pour les prochaines vidéos. Mais là, écoutez, on est parti pour se retrouver pour mon avis lecture de ce que j'ai pu lire au mois de mai. Et il faut savoir que je vous tourne cette vidéo très tardivement et je m'en excuse, mais justement le mois de mai, comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, il a eu un rythme un peu particulier et j'ai pas eu le temps de vous filmer ça avant. Il y a eu le mois de mai et il y a eu l'après-mois de mai qui était pareil, un peu particulier, donc j'ai pas eu le temps de vous filmer ça avant et je m'en excuse. Donc si certains, quasiment la totalité des livres que je vous présente sont très pauvres au niveau du résumé et que mon avis est pas forcément hyper détaillé, j'en suis désolée. Mais je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai, sachant que, ouais, comme je vous disais, la deuxième moitié du mois de mai était un peu particulière. Mais de toute façon, toutes les lectures, ouais, je vous ai parlé de toutes mes lectures du mois de mai sur Twitch au fur et à mesure que je les faisais via différents lives. Donc vraiment, si vous aviez besoin d'un petit rappel, n'hésitez pas à venir me suivre sur Twitch parce que c'est là où vraiment on se retrouve quasiment quotidiennement. Je vous partage absolument tout. Franchement, vous savez quasiment toute ma vie. Et surtout, mes avis lecture, vous les avez en direct live. Donc c'est aussi hyper plus intéressant, je trouve. Au mois de mai, c'est donc 6 lectures que j'ai réussi à faire. 6 et demi, dirons-nous, parce que j'ai un autre livre qui est commencé, mais mis en pause. Du coup, je vais juste vous dire que voilà, j'ai pas terminé R de Sabataïr, qui est le premier livre de la saga spin-off d'Une braie sous la cendre, que j'écoutais en anglais. Mais vraiment, ça s'y prêtait pas. Le mois de mai s'y prêtait pas. La fin de mon avis de fin d'Une braie sous la cendre me prêtait pas non plus à arriver avec engouement sur R. Donc écoutez, je l'ai mis en pause. Peut-être pour définitivement l'abandonner, je ne sais pas pour l'instant. Je l'ai toujours en audio, donc si jamais je veux le reprendre, le recommencer ou le reprendre, je l'ai toujours sous le coude, mais je vais pas vous le présenter ici parce que je l'ai pas fini et je crois que j'ai écouté même pas un tiers. Donc j'ai pas grand chose à vous en dire honnêtement. J'ai cependant commencé le mois par une lecture imposée. Je comptais le lire de toute façon dans la page du mois de mai, mais je ne sais plus qui sur Twitch a utilisé la roulette et me l'a imposé à ce moment-là, donc beaucoup plus tôt dans le mois, puisque à la base je me le réservais pour le week-end à 1000 et que du coup je l'ai lu avant le week-end à 1000. Il s'agit de Heureux comme jamais de Guillaume Chamanadjan, publié aux éditions des Forges de Vulcain, qui est un service de presse que j'ai reçu de la part de la maison d'édition, que je remercie énormément puisque ça a été une super lecture. Vraiment, je l'ai adoré. Et pourtant, on est ici sur de la SF. Et pour ceux qui me connaissent un peu maintenant, vous savez que la SF et moi, surtout la SF opéra, tout ça, c'est pas trop mon dada. Et là, j'ai adoré. C'était beaucoup trop bien. On va être dans un futur, on est en 2050 quelque chose, je crois. La Terre n'est plus habitable, donc vraiment l'élite qui avait les plus grosses fortunes du monde ont réussi à embarquer dans un vaisseau qui a pour but d'aller coloniser je ne sais plus quelle autre planète ou quel satellite, je ne sais plus, enfin bref, qui a prévu d'aller terraformer une autre planète pour que l'humanité restante, donc cette élite dorée, puisse aller y vivre et refaire, on va dire, l'humanité. Et dans cet univers-là, on va suivre, je ne sais plus comment elle s'appelle, Noah, qui est, elle, qui ne fait pas partie de l'élite, qui est loin d'être une fille de riche, mais qui est la fille du seul et unique ingénieur de ce vaisseau. Donc du coup, il fallait bien qu'on fasse appel à la plèbe à un moment, et qu'on prenne un commun du mortel pour régler tous les soucis, la maintenance. Et Noah, c'est sa fille, sachant que son père est gravement malade, qu'il n'est plus capable d'assurer sa fonction. Et du coup, il a réussi à faire en sorte que, quand il soit accepté pour être... pour aller sur ce vaisseau, il fasse embarquer sa fille en même temps. Et donc du coup sa fille a pris la relève de tout ce qui était ingénierie et tout ce qui était maintenance du coup de ce vaisseau. Et de fil en aiguille, elle va se retrouver mêlée avec un petit peu les grands... les big boss on va dire de ce vaisseau et comprendre que tout ce qu'on leur vend comme quoi ne vous inquiétez pas, tout va bien, on va aller terraformer telle planète, tout se passe bien comme sur les plans, enfin vraiment tout se passe comme prévu et la Terre n'est vraiment plus exploitable. Sauf que tout va changer lorsque Noah va assister à un message reçu d'une personne, d'un humain qui est resté sur Terre et qui va leur envoyer un message en leur disant que la Terre est devenue habitable, que c'est bon, elle est habitable et que le vaisseau peut revenir sur Terre. Sachant que elle, Noah, sur Terre, sa mère y est restée, elle n'a pas pu être amenée dans le vaisseau, donc elle voudrait beaucoup retourner sur Terre. Et donc dans ce tout petit roman, on va suivre tout ça. Et c'est hyper bien fait. La plume est extrêmement drôle. Vraiment, presque la première, deuxième page, j'étais déjà en train de rigoler, mais pas juste pouffer.
rigoler, il y a des trucs très très drôles. Tous les humains ici sont accompagnés d'une intelligence artificielle, ils ont tous... En fait, c'est une immense intelligence artificielle, on va dire, et ils ont tous leur intelligence artificielle qui leur est un peu greffée, on va dire, qui est vraiment dans leur tête. Et celle de Noah s'appelle Beans, donc elle s'appelle toute Beans quelque chose, et elle c'est Beans 42. Et du fait d'avoir cette IA omniprésente pour tout le monde, et surtout vu que tout est fait du point de vue de Noah, bah, on a cette IA qui est là. On va avoir vraiment une réflexion qui va être amenée sur l'IA, sur l'importance que ça peut prendre, sur l'importance qu'on peut lui donner, sur ses bienfaits, sur ses méfaits. Enfin bref, va y avoir tout un discours sur l'IA qui est hyper intéressant. Évidemment, va y avoir aussi de la dénonciation sur les ultra riches, puisque ici c'est un vrai problème d'avoir ces personnes extrêmement privilégiées qui sont les personnes justement à cause de leur pouvoir qui ont fait en sorte que la Terre devienne inhabitable. Vraiment au niveau écologique, c'est des raisons écologiques qui ont fait que la Terre ne soit plus habitable, et c'est ces ultra riches là qui ont permis ça justement. Donc t'as vraiment une grosse critique aussi des ultra riches, des grosses puissances qui ne pensent qu'à leur confort, leur petit eux, et qui sont tellement égocentrés qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de foutre la planète qui sont en train de foutre la planète en l'air. Donc il y a aussi ce message écologique là, bien évidemment. Et il y a aussi un message féministe, parce que Noah c'est une fille, et on va aussi beaucoup s'attendre, beaucoup lui demander en fait de faire appel à son père, parce que c'est un homme, donc il va mieux savoir qu'elle. Non, Noah elle est loin d'être con. Et enfin vraiment il y a beaucoup de choses, vraiment dans ce tout petit livre, sachant que vraiment c'est écrit gros, et il n'y a pas tant de pages, il n'y a pas tant de mots, mais tous les mots sont hyper bien choisis. Et en même temps, comme je vous dis, il y a une vraie touche d'humour, un vrai humour qui est mis là. Bref, ça m'a absolument conquis, j'ai adoré. J'ai pas vu les pages passer, j'aurais voulu en avoir plus, mais en même temps, je ressors pas de ce livre en disant ah il manquait un petit quelque chose. Non, c'est juste que j'étais tellement bien dedans, je prenais tellement plaisir à le découvrir que ça m'aurait pas gêné qu'il y ait 100 pages de plus, parce que c'était trop bien. Et la fin est hyper impactante, je trouve. J'ai pas envie de vous en dire plus. Je vous laisse vous le découvrir par vous-même, mais vraiment, si jamais vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment grandement à y prêter attention, parce que c'était beaucoup trop bien. Ensuite, j'ai lu en lecture commune avec mon amie Lily I've Sick of Shadows de Laura Sébastien, publié aux éditions Calix. Celui-ci est un achat personnel que j'ai fait à l'occasion de leur... Non, j'allais dire une bêtise, c'est pas un achat, c'est un cadeau d'anniversaire celui-ci. C'est un cadeau d'anniversaire, ouais, que j'ai eu pour en 2025 du coup. Donc, il a traîné moins d'un an dans ma palle. Je suis pas peu fière, c'est un beau bébé. On est ici sur une réécriture arthurienne. Donc pour ceux qui connaissent très bien ou bien la légende arthurienne, vous ne serez pas perdus, parce qu'on retrouve tous les personnages que l'on connaît, et même des personnages un peu moins utilisés dans les adaptations de la légende arthurienne, tels que Morgause, Mordred aussi, qui ressort pas forcément hyper souvent. Hélène, qui est ici notre héroïne. Et pour ceux qui ne connaissent pas la légende arthurienne, ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas perdus, vous ne serez pas en manque de références en vous disant ah punaise, je passe à côté de quelque chose parce que je connais pas ça, je connais pas ci. Non, c'est juste que si vous connaissez la légende arthurienne, ça vous aide. Enfin, ça sera plus facile pour vous situer sur certains éléments, mais si vous ne la connaissez pas, vous ne passez pas à côté, ne vous inquiétez pas. Lily, elle, pour le coup, n'avait pas de connaissance de la légende arthurienne, ça ne l'a pas empêché d'apprécier sa lecture. De mon côté, j'avais plus de connaissances qu'elle sur la légende arthurienne, et c'est juste que j'ai senti que je comprenais peut-être plus vite certains éléments, parce que il n'y avait pas besoin qu'on me présente tel personnage, tel lieu, parce que c'est des lieux et des personnages qui étaient connus dans la légende. Voilà. Mais vous inquiétez pas. Donc ici, comme je vous disais, on est du point de vue d'Hélène, qui va avoir pour but de faire que Arthur soit roi, et soit un roi qui ait du poids, donc qui soit couronné à Camelot. Hélène, elle a ce pouvoir d'avoir des visions, elle a conscience en fait elle a des flashs un petit peu de ce qui va se passer dans l'avenir, et donc son but c'est d'éviter toutes les mauvaises choses, parce qu'elle ne voit quasiment que des routes horribles pour ses amis, pour Arthur, parce qu'elle est proche d'Arthur, elle fait partie de ses conseillers, ses proches conseillers. Donc elle va avoir pour but d'éviter que toutes ces routes désastreuses qu'elle voit dans l'avenir se déroulent, pour que tout se passe dans le meilleur des mondes pour ses amis, et que Camelot connaisse un roi qui veuille vraiment aider son peuple. Et donc on va suivre Hélène comme ça. Le seul truc qui pourrait être un petit peu déstabilisant, et ça l'a été pour nous au début, après, une fois qu'on a compris un peu cette dynamique-là, ça a été pour nous, mais je vous avoue qu'au début, très déstabilisant, c'est qu'on a 3 voire 4 temporalités différentes, toutes du point de vue d'Hélène. C'est juste qu'on a l'équivalent, on va dire, du présent, où on va suivre Hélène et Arthur et d'autres personnes, telles que Guenièvre, telles que Lancelot, ou autres que vous connaissez, Morgane, qui vont retourner à Camelot avec pour but de faire couronner Arthur. Mais on va aussi suivre Hélène plus jeune, quand elle est
à Camelot plus jeune et qui va faire la rencontre de Morgane qui va devenir une amie, qui va l'aider à sortir des jupes de sa mère concrètement, qui a une emprise sur elle vraiment très très forte. Donc on a cette temporalité là dans le passé, on a une temporalité plutôt dans le futur sur ce qui s'est passé un peu après, mais très ponctuellement il me semble, et on a aussi les visions d'Hélène. Mais après, autant les visions d'Hélène, il me semble que c'est plus clair pour les comprendre. Et encore, j'ai peur de dire une bêtise. Non, pas du tout, c'est pas plus simple. Donc, on a aussi les visions d'Hélène, justement, où, comme je vous dis, elle voit des futurs horribles arriver. Et des fois même, il me semble qu'elle voit des choses passer. Je ne sais plus. Je vous dis, ça remonte à plus d'un mois que je l'ai lu. Donc, ça commence à être plus trop frais dans ma tête. Mais bref, retenez que vous avez plusieurs temporalités. Mais du coup, qui se passent aussi pas forcément aux mêmes endroits. Donc, le tout sans vous être clairement expliqué que vous changez de temporalité, que chaque début de chapitre est une temporalité différente. Ça, ok, j'entends qu'on change à chaque fois, mais je sais pas où j'arrive, je sais pas quand j'arrive. Et donc ça nous mettait un petit temps à comprendre, de dire, alors attends, là on est où, là on est quand, Hélène elle a quel âge, elle fait quoi, c'est quoi son but, qu'est-ce qu'elle voit. Donc ça c'était un peu compliqué. Ce qui fait que l'entrée dans le roman, je la trouve pas hyper facile. Je trouve qu'on met un certain temps avant d'arriver à comprendre un petit peu comment ça fonctionne, où en est, et aussi il faut réussir à situer aussi où en est Hélène à chaque fois, parce que dès qu'on change de temporalité, on était là. Alors attends, parce que là, je suis pas encore allée beaucoup dans son passé, on va dire, quand elle est plus jeune, donc je connais pas exactement quels sont ses objectifs, quelles sont ses problématiques. Donc ça met un certain temps quand même à se mettre en place tout ça. Mais une fois que tout était plutôt clair pour nous, en tout cas, moi j'ai réussi à apprécier ma lecture. Alors c'est pas le meilleur livre que j'ai lu de Calix, mais ça reste un très bon livre qui reprend la légende arthurienne. Et j'ai trouvé ça hyper sympa, surtout du fait que ça soit du point de vue d'Hélène, qui est un personnage qui est très souvent oublié dans les réécritures et dans les adaptations. Donc j'étais trop contente de la voir. Et non, c'était hyper chouette, ça s'est bien lu. Une fois vraiment, comme je vous dis, cette difficulté de temporalité passée, je trouvais que ça se lisait très bien, j'étais hyper intriguée, j'avais vraiment envie de savoir ce qui allait advenir. Il y a des avancées sur les personnages que je trouve hyper intéressantes. Hélène, je trouve qu'elle est hyper intéressante à suivre parce que elle ne peut pas s'empêcher d'agir tout en ayant connaissance des futurs horribles qui pourraient advenir. Du coup, ça la biaise forcément dans ses actions, dans ses choix, dans les paroles qu'elle va avoir avec tel ou tel personnage. Et donc, en fait, on a l'impression qu'elle est un petit peu manipulée par le futur qu'elle a. C'est un futur, d'ailleurs, qu'elle n'a pas le droit de partager. Elle n'a pas le droit de partager ses visions. Donc, les autres lui font confiance parce qu'ils savent, en tout cas ses proches, savent qu'elle veut le meilleur pour eux. Mais en même temps, ils lui font confiance aveuglément parce qu'ils savent pas ce qu'ils évitent, ils savent pas vers quoi ils se dirigent. Parce que autant elle sait ce qu'ils évitent de faire s'ils font tel choix, mais elle sait pas ce qui va arriver justement s'ils font tel choix. Donc il y a ce grand plongeon dans l'aveugle à chaque fois, ce qui est assez terrible je trouve. Bref, c'était hyper intéressant, ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Aussi petit quack, je vais terminer là-dessus, mais globalement ça a été une bonne lecture pour moi. Mais petit quack, il y a des fautes de frappe et il y a des inversions de prénoms, sachant qu'on a deux jumelles dans le roman. Et un moment de leur prénom, alors selon moi il y en avait qu'une fois, mais Mano qui a lu le livre plus récemment a dit qu'elle l'avait vu deux fois. Perso j'ai souvenir que d'une fois, mais leurs prénoms sont inversés. Ce qui est pas évident parce que certes elles sont jumelles, certes elles se ressemblent, elles ont le même faciès, elles n'ont rien à voir au niveau personnalité, mais elles n'ont rien à voir. Donc c'est un petit peu déstabilisant je trouve ça, surtout des inversions de prénoms, t'es là. Attends, ça n'a pas de sens qu'elle soit là. Donc je trouve que ça sort de la lecture et les fautes de frappe, en fait c'est des problèmes de relecture, enfin c'est de la correction qui méritait d'être fait. Bref, c'est dommage parce que bah, ça sort de sa lecture et on les remarque quoi. Mais bref, sinon c'était une bonne lecture pour moi. Je vous encourage à le découvrir si vous aimez la légende arthurienne ou si vous êtes curieux de lire une nouvelle adaptation dessus, c'était vraiment sympa. Et ça m'a permis de découvrir la plume de Laura Sébastien que je suis curieuse de découvrir dans d'autres romans. Il me semble que c'est elle qui a écrit Souveraine. Je crois que c'est sorti chez Casterman Souveraine, je suis vraiment pas sûre de moi en vous disant ça, mais c'est une saga que je pourrais être amenée à vouloir découvrir pour retrouver la plume de l'autrice que j'ai bien kiffé ici. Ensuite, on arrive dans les livres que j'ai lus durant le week-end à 1000. Alors, j'avais souvenir d'en avoir lu plus. J'en ai forcément lu plus, mais je ne sais plus du tout. Donc là, je vais vous en présenter deux. Mais je sais que c'est un week-end que j'ai réussi, donc je sais pas ce que j'ai lu d'autre. J'ai dû écouter quelque chose. Bah non, est-ce que là, ce que je vous présente, c'est un livre que j'ai écouté? Je sais plus. Bref, en tout cas, j'ai écouté du coup pendant un week-end à 1000, pendant une grosse session ménage, sachez-le. Donc je l'ai écouté en une journée, Désenchanté de Marie Vareille, publié chez Charleston. Et c'était vraiment très très chouette. Il me semble que c'est le premier livre de l'autrice que je lisais. Il était dans ma palle des 26 livres pour 2026. Donc ça, c'est très très bien. Je suis contente d'avoir découvert la plume de l'autrice parce que c'était hyper chouette. Ici, on est en France, à Bouville-sur-Mer. Et on va ressortir un cold case, en fait, d'une disparition d'une jeune fille
de, je sais pas, 15 ans, je sais plus quel âge elle avait, bref, qui avait disparu, et on va être 20 ans plus tard, quand Fanny, pour fêter les 20 ans justement de la disparition de cette gamine, va être dépêchée par sa supérieure pour aller sur place et faire un reportage justement des 20 ans, sachant que c'est une gamine qu'on n'a jamais retrouvée, que on a un mec a été emprisonné pour ça, mais cette gamine n'a jamais été retrouvée, donc elle a été considérée comme étant morte. Et donc voilà. Et c'était hyper chouette, sachant qu'on va alterner des points de vue qui sont hyper intéressants, tous très pertinents par rapport à cette affaire, ce qui va nous permettre d'en apprendre plus. On va alterner les points de vue des différents personnages, mais aussi et surtout les temporalités entre le présent, du coup, des 20 ans de la disparition de cette gamine, et de ce qui s'est passé au moment des faits. Qu'est-ce qui s'est passé, et on va suivre aussi le point de vue de cette gamine qui a disparu. Bref, c'était hyper intéressant. La plume de Marie Vareille, elle est hyper impactante, j'ai trouvé ça très chouette à lire aussi, et je sais pas quoi vous dire de plus, parce que tout était bien exécuté en fait, il y avait rien qui était, tout était à sa place, le rythme était bon, le changement de temporalité était hyper intéressant, c'était hyper pertinent, ce qu'on apprenait dans le présent se répondait à ce qui se passait dans le passé et inversement, enfin bref, c'était un gros jeu de ping-pong entre les deux. On va apprendre beaucoup de choses, ça va amener beaucoup de sujets qui sont hyper intéressants, c'est un sujet très féministe qui va parler de sororité aussi, vraiment vraie entraide entre femmes, et ça c'est hyper beau. On va parler de relations familiales aussi, il y a des gros trigger warnings aussi, mais ça va être beau, il va être réconfortant tout en étant très dur à lire. Ouais, ça va casser beaucoup de choses. Le fait de vouloir absolument mettre l'homme en avant, d'idolâtrer le fait d'avoir un homme dans la famille, de se dire l'homme c'est trop bien d'avoir un enfant, un garçon, parce que c'est lui qui va porter la famille, parce que c'est l'enfant parfait. Et ça va casser ça aussi, qui est, je pense, important aussi de rappeler, hein, parce qu'encore de nos jours maintenant, quand dans une fratrie il y a un garçon et une fille ou que des filles à côté, c'est souvent le garçon qui va être mis en avant, parce que c'est un garçon, parce que c'est super, ça permet de faire perdurer le nom de famille. Connerie, franchement, connerie. C'est bon, c'est la même chose. C'est la même chose, un garçon ou une fille, c'est la même chose, les gars. Ça ne change rien. Ça ne change rien du fait que vous devez l'aimer de la même façon, qu'il peut faire les mêmes bêtises, qu'il peut avoir les mêmes succès dans la vie. Ça ne change rien. Donc faut arrêter de glorifier le fait d'avoir un garçon. Et surtout qu'ici, vraiment, c'est une ode, comme je vous disais, aux femmes, à l'entraide entre femmes. C'est beau, c'est beau. Et ça m'a presque fait regretter de ne pas avoir de sœurs, honnêtement, en lisant ce bouquin. Après, c'était très très chouette. Et c'était une superbe expérience de lecture aussi, et je peux que vous conseiller de l'écouter parce que c'était une très très chouette lecture audio que j'ai fait du coup sur Audible comme toutes mes lectures audio. Mais vraiment très très cool. Et j'ai un autre bouquin de l'autrice dans ma palle. J'ai quoi d'autre? Marie Vareille. J'ai la dernière allumette. J'ai la dernière allumette d'elle aussi, et de ce que j'ai compris aussi, la dernière allumette va être dure à lire, donc mais ça m'a grave donné envie de le lire. Voilà. En tout cas, je comprends le succès de l'autrice et j'ai très envie déjà d'en lire un autre. Le deuxième et dernier livre que je me souviens avoir lu pour le week-end à 1000, c'est un autre livre que j'ai reçu de la part de la maison d'édition des Forges de Vulcain. Je vous l'avais présenté, je crois, dans le book haul d'avril. Ouais, parce que je l'ai pas reçu en mai. Donc j'ai dû vous le présenter dans le book haul d'avril. Il s'agit de Magical Girl de Park So-yeon. Et c'est illustré... C'est illustré par Yoon Eve. Voilà, qui est donc, comme je vous disais, un service de presse que j'ai reçu aussi des Forges de Vulcain, que je remercie toujours, même si là, ça ne l'a vraiment pas fait pour moi. Je suis totalement passée à côté de ma lecture. Alors, il est tout aussi gros que Heureux comme jamais, mais ça n'a rien à voir. Quoique, là, on peut avoir un côté un peu SF, puisqu'on est dans un monde... dans notre monde, mais où les Magical Girls existent. Alors les Magical Girls, qu'est-ce que c'est? Ici, ce sont des femmes qui ont des pouvoirs, qui ont toutes une spécialité, la capacité de faire ceci, de faire cela. Et on a notre héroïne, dont je ne suis pas sûre qu'on nous donne le nom, d'ailleurs, je ne sais plus. Bref, notre héroïne qui, dès le début, tente de se suicider. Parce qu'elle est complètement perdue dans sa vie, elle a plus un rond, elle est dépitée, enfin, elle est au bout de sa vie. Elle a plus une thune, elle est endettée de toutes parts, elle a pas d'avenir, bref, elle n'arrive pas à avoir de porte de sortie, et du coup, pour elle, la meilleure option, c'est de mettre fin à ses jours. Heureusement, on va avoir Aroa, donc c'est notre petite ici, qui va l'arrêter, qui est donc elle-même une Magical Girl, qui est la Magical Girl des prédictions, donc elle a la capacité de prédire des choses, alors pas tout, mais de prédire des choses, et elle a prédit en l'occurrence que notre héroïne serait la Magical Girl du temps,
qui visiblement est une Magical Girl qui est extrêmement importante, puisque Aroa semble avoir prédit la fin du monde ou quelque chose comme ça. Vraiment un truc hyper horrible, un truc pas ouf. Pas ouf. Et c'est donc notre jeune fille qui, en tant que Magical Girl du temps, serait capable de changer et de faire en sorte que le monde qu'il n'y ait pas de fin du monde. Donc ça serait hyper important. Sauf que on va avoir notre héroïne qui, comme je vous dis, n'a plus goût à la vie et qui va essayer de se raccrocher à ça. On va avoir Aroa qui va essayer de la motiver. Et j'ai pas grand chose de plus à vous en dire. Vraiment, j'ai pas compris l'intérêt de ce bouquin. J'ai pas compris l'histoire. J'ai pas compris où était l'histoire. J'ai... En fait, vraiment, je me souviens, quand j'ai terminé ce bouquin, je me suis dit, ça va être dur de le chroniquer, parce que j'ai pas d'avis dessus. Je sais juste que j'ai pas aimé, parce que si j'avais aimé, je ressortirais pas avec ce ressenti-là. Mais il m'a laissé de marbre, je n'ai pas ressenti d'émotion. Je suis pas sûre d'avoir compris les messages que l'autrice voulait passer. Enfin, c'est pas je suis pas sûre, c'est je suis certaine que j'ai pas compris les messages que l'autrice voulait passer dans ce bouquin. Je sais pas. Je n'ai pas trouvé d'intérêt à ce bouquin. Ouais. Donc voilà. J'ai vraiment rien à vous dire dessus. Je suis désolée. C'est délicat, mais ça m'arrive rarement de ne rien avoir à dire. Mais là, j'ai pas passé un bon moment de lecture, mais c'était pas un moment de lecture horrible non plus. Je le retiens pas, mais en même temps, je m'en veux pas. Rien n'était impactant, rien n'était touchant, j'ai pas ressenti d'émotion particulière, j'ai pas ressenti d'attache particulière, mais en fait ça va aussi avec le fait que notre héroïne, elle était assez détachée de beaucoup de choses. J'avais l'impression que la moitié du temps elle comprenait pas ce qui lui arrivait, et moi-même j'étais là en mode, mais me demande pas, moi non plus j'ai pas compris. Vraiment personne n'a rien compris. Aroa, elle est mimi parce qu'elle est un petit peu Lolita, elle est choupette, elle est toute mignonne, mais voilà quoi, fin de la personnalité, elle est mignonne. Voilà, la problématique, vraiment la problématique de ah là là, il faut éviter la fin du monde. Il va m'en falloir m'en donner un peu plus, quoi. Ça me paraît un peu léger. Donc pour moi, j'ai l'impression que c'est pas abouti, que ça manque de choses, ça manque de consistance, ça manque de fond. J'ai l'impression qu'en fait, l'autrice avait une idée, genre vraiment, elle avait posé une idée sur papier de 2 lignes. Tu vois, en 2 lignes, elle avait réussi à se dire, bah voilà, je voudrais qu'on soit dans un monde où il y ait des Magical Girls, il y a la fin du monde et il va y avoir une Magical Girl du temps qui doit tout sauver. J'ai l'impression qu'elle a posé ça. Et puis à partir de cette toute petite idée qui n'est pas suffisante, elle a brodé ce qu'elle pouvait, alors que c'est pas grand chose, hein, sachant que y a des images, il y a beaucoup d'illustrations pleine page. Vraiment, il y en a peut-être une par chapitre. Et il y a pas mal de chapitres, enfin il y a quand même pas mal de chapitres. Donc j'ai l'impression qu'en fait elle a brodé ce qu'elle pouvait à partir de là, mais c'est pas assez, il y a pas... je manque de matière là, c'est compliqué, donc bon. Je me vois pas vous le conseiller, honnêtement. Passez votre chemin, sachant qu'il est à 18 €. Pour quoi, 250 pages? Pour 150 pages, passez votre chemin. Autant Euro comme jamais, il est aussi pas donné. Il est un peu plus long, je crois, mais il est aussi pas donné. Mais pour le coup, il les vaut. Il était trop bien, Euro comme jamais, de la même maison d'édition. Autant lui. J'ai pas compris. Hein. L'avant-dernier bouquin que j'ai lu au mois de mai, c'est un bouquin que je repoussais depuis Belle Lurette, qui était dans ma palle depuis 2-3 ans, qui est dans ma palle des 26 livres pour 2026. Donc j'ai avancé hein, ma palle, et vous allez voir, le livre d'après, c'est aussi un livre de ma palle des 26 livres pour 2026. Donc, je l'avance cette palle. Mais j'ai donc lu au mois de mai Sambre d'Alice Géraud, publié chez JC Lattès. Pouah, c'était dur à lire, mais pas dans le sens c'était compliqué, j'ai pas aimé, c'était dur parce que waouh, le sujet. Ici, on est donc sur un roman presque documentaire, j'ai envie de vous dire, qui retrace les faits du violeur de la Sambre, du coup, qui est un homme qui a violé en série des femmes pendant plus de 30 ans aux abords de la Sambre, qui est donc un cours d'eau qui est aux alentours de Maubeuge dans le nord, pardon. Et c'était dur parce que vraiment l'autrice a fait un très très bon travail journalistique. À la base elle est journaliste et ça se sent parce qu'elle a fait un très bon taf journalistique, de recherche aussi. Elle nous a ressorti beaucoup d'éléments de l'enquête qui avaient été oubliés de façon consciente ou inconsciente. Je vous laisse libre de juger au fur et à mesure de votre lecture. Mais elle va retracer, on va avoir toutes les victimes qui vont être citées, en tout cas toutes les victimes connues. Elle va toutes les citer, alors pas forcément avec leur vrai nom, parce que certaines ont voulu garder l'anonymat, donc elle a donné d'autres noms, mais les faits sont là. Donc elle va nous citer les faits, que ça soit
de la simple agression sexuelle, vraiment qui tiennent en une demi-page pour l'expliquer, à des crimes beaucoup plus poussés, toujours dans le domaine des violences sexuelles, mais jusqu'à des crimes beaucoup plus poussés qui seront aussi amenés. En fait, ça va pas forcément être toujours articulé de la même façon, mais par exemple, il y a au début, ça va être beaucoup de ta 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 ta. Désolée, on a été coupé, Axel vient de rentrer du travail. Mais du coup, je vous disais, tout d'abord, on va avoir... le roman va être articulé de sorte que ça va être beaucoup de ta 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 ta, plein de faits, plein de petites... tous les faits des années 80, ou là où ça a commencé du coup, qui vont être mis, mais vraiment en série. Ça va être des tout petits passages parce qu'on n'a pas grande trace qui soit restée, pas de grande, enfin vraiment très peu de choses sont restées. On sait juste que ces faits ont existé, mais ils sont peu remontés. Donc ça va être en telle année, telle fille elle a subi ça, en telle année telle fille elle a subi ça. Je caricature, mais c'est l'idée. Et on a vraiment cette impression de se faire marteler tout ce qui s'est passé. Et là déjà je trouve que c'est impactant parce que j'ai vraiment l'impression de me faire malmener par le bouquin et je trouve que c'est bien fait dans le sens où tu dis mais c'est pas possible qu'il y ait autant de, même si c'est des petites agressions, est-ce qu'on peut vraiment parler de petites agressions? Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est des agressions qui surtout pour l'époque malheureusement à la fin des années 80, qui étaient plus anodines que maintenant, qui étaient moins remontées que maintenant et qui, même si maintenant elles remontent moins, l'étaient encore moins à l'époque. Mais le fait de se faire marteler tout ça, déjà tu te dis waouh, c'est dur, c'est déjà beaucoup, et tu te dis ce mec-là, il a été jugé que dans les années 2020. Et là, je suis fin 80 et je trouve déjà que c'est énorme et je sais qu'il n'a pas eu quasiment, enfin qu'il a quasiment pas eu de pause jusqu'à son arrestation. Donc si là c'est que le début et que c'est des petites choses, qu'est-ce que ça va être par la suite? Donc déjà, ça met en condition, je trouve. Et elle va donc alterner les moments où elle va nous exposer les faits, les différents crimes et délits qu'il a fait, et l'avancée de la justice par rapport à tout ça, l'avancée de l'enquête, les dépôts de plaintes qui ont été faites par plein de jeunes filles, dans plein de commissariats et gendarmeries différentes. Donc par exemple, elle va nous expliquer aussi toutes les bavures, évidemment, qui ont été faites par les forces de l'ordre, parce qu'elles sont très nombreuses, vous vous doutez bien, pour que ça ait, le mec il ait réussi à sévir pendant près de 40 ans. Vous imaginez bien que ça a été raté pour beaucoup de choses et qu'il y a des bavures à n'en plus pouvoir dans cette affaire. Mais par exemple, elle va nous expliquer que les moindres choses pouvaient rendre les enquêtes difficiles. Par exemple, le fait que certains dépôts de plainte aient été faits dans des gendarmeries, tandis que d'autres aient été faits dans des commissariats de police. Donc déjà, le fait que ce ne soit pas les mêmes entités qui gèrent ça, bah il n'y a pas de communication qui se font entre la gendarmerie et la police, en tout cas pas à cette époque-là, donc du coup ça remontait jamais. Donc aucun lien était fait en fait entre ces différentes agressions qui avaient le même mode opératoire, parce qu'on va le voir au fur et à mesure, le mode opératoire du violeur va changer, mais très peu, et il va vite trouver son mode opératoire définitif pour lequel il ne va pas changer pendant des dizaines d'années. Donc en fait c'est plein de choses où en le lisant on se dit mais putain mais ça crève les yeux, qu'il y a un souci, qu'il y a quelque chose. Alors pas forcément que c'est tel homme, que c'est lui en l'occurrence, mais ça crève les yeux qu'il y a un moment, oui, tout est lié, c'est exactement la même chose, il dit les mêmes mots aux femmes à chaque fois avant de les agresser, c'est les mêmes mots qu'il utilise, les mêmes termes, les mêmes mots, il procède exactement de la même façon, donc en fait ça crève les yeux, oui ça crève les yeux, parce qu'on y porte de l'importance, parce qu'on s'y intéresse, mais quand c'est des plaintes qui sont déposées comme ça et puis qui disparaissent, qui sont perdus, les papiers sont perdus, ou alors, et ça c'est horrible et c'est quelque chose qu'elle va beaucoup mettre en avant ici, qui est important mais qui fait peur dans les bavures de la police, il y a aussi la minimisation évidemment des faits, où on va dire que les femmes... c'est limite, on va pas dire que c'est un peu de leur faute aussi, qu'est-ce qu'elle faisait là à cette heure-ci, pourquoi elle était toute seule. Est-ce qu'on doit se justifier de se faire agresser? Je ne pense pas que c'est à nous de nous justifier. Donc il va aussi y avoir énormément de minimisation de la part des forces de l'ordre qui sont quasiment exclusivement masculines tout au long de cette affaire. Et c'est dur en fait, c'est dur en tant que femme de lire ça, de voir qu'il n'y a aucun soutien qui est apporté, il n'y a aucun suivi qui est apporté, aucune considération qui est apportée pour ces victimes. Et je trouve génial que l'autrice ici justement centre tout son récit autour des victimes. Elle cite très peu, on parle très peu de l'agresseur finalement, de ce violeur en série, on en parle très peu, parce que c'est pas lui qui doit être mis en avant. Lui, il a été mis en avant par les médias au moment de l'arrestation, au moment du procès. Il a eu son moment de gloire, même si c'est pas le terme
terme adéquat, mais vous voyez ce que je veux dire. Il a été mis sur le devant de la scène à ce moment-là. Mais là, ce qui est important de retenir, c'est ces victimes, c'est ce qu'elles ont subi. C'est ça, en fait, qui permet aussi de se dire qu'il ne faut pas que ça recommence. Ce n'est pas possible, même si malheureusement ça arrive encore tous les jours à travers le monde, mais c'est pas possible en fait de laisser ça impuni, de voir ça, c'est horrible et c'est très bien fait, vraiment l'autrice a très bien fait son travail, le roman est impactant, révoltant, dur à lire, mais je ne peux que vous le conseiller. Si évidemment toute cette thématique de viol, d'agression n'est pas triggerante pour vous, je ne peux que vous encourager et vraiment vous inviter à le lire. Il est important de le lire, je pense. Il est important, surtout que c'est une affaire personnellement dont je n'avais aucunement connaissance avant de voir passer ce livre-là. Je connaissais pas l'histoire de ce violeur alors que j'ai grandi alors qu'il sévissait encore, quoi. Comme je vous dis, son procès a eu lieu en 2000. Il a été arrêté en 2018 et il me semble que le procès est en 2022. Donc c'est vraiment, ouais voilà, on rentre, le roman commence le 14 juin 2022 et c'est une scène de procès. Donc le procès est en 2022, c'était il y a 4 ans. C'était il y a 4 ans, il a arrêté en 2018, c'était il y a même pas 10 ans. C'est très grave, lisez-le, vraiment lisez-le. Si c'est un sujet que vous pensez ne pourra pas vous faire, ne pourra pas vous atteindre, ne pourra pas être difficile pour vous, vraiment intérieurement, lisez-le. Si vraiment c'est un sujet que vous ne pouvez pas lire, j'entends, il n'y a pas de souci, le but du jeu c'est pas de se faire du mal à lire, mais si ce n'est pas le cas, lisez-le, faites-le lire, faites savoir, c'est important, c'est extrêmement important, l'autrice a parfaitement exécuté son travail ici, c'était extrêmement bien et il est vraiment vraiment important de le lire. Ceci étant dit, on va repartir dans un roman un peu plus léger mais pas moins féministe dans son sens, puisque nous allons partir sur l'Empire des femmes, donc le tome 1, Sapientia, que j'ai lu, écrit par Cassandre Lambert, publié ici en poche au livre de poche jeunesse. C'est un service de presse que j'ai reçu de la maison d'édition que je remercie grandement. C'était notre lecture commune sur le mois de mai. Et qu'est-ce que c'était trop bien. J'ai adoré, j'ai passé un énorme moment de lecture, c'était trop génial. C'était topissime, c'était top comme ça. Voilà, fin de la vie. Allez, salut. Non mais c'était vraiment très très bien. On est ici dans un roman fantastique qui semble au niveau de l'esthétisme on va dire et du contexte semble inspiré à moitié de la romantique, à moitié de la Grèce antique. Ça fait un petit peu cette ambiance-là. Et on va être dans un univers où les femmes sont au pouvoir. Ce sont les femmes qui règnent. Et les hommes sont réduits en esclavage et ne sont là que pour servir les femmes. Leur servent de géniteurs, leur servent d'hommes de compagnie. Ou sinon, le trop plein d'hommes, on les tue pas. On est quand même bien gentils. Mais on va les exiler sur une île là-bas, loin. On veut pas les voir. On veut pas les voir et on les laisse entre eux, ils se débrouillent, ils trouvent de quoi manger, de quoi vivre, c'est pas notre problème. Du coup, les femmes vivent dans une bulle un petit peu où vraiment tout est réfléchi pour la femme. C'est la femme qui est mise sur le devant. Et tous les ans, sont à récupérer des hommes qui, sur cette île justement où ils sont mis en exil, on va récupérer une centaine d'hommes qui vont être amenés du coup dans la capitale, donc Sapientia. Non, pas du tout Sapientia, le nom de la capitale. C'est quoi le nom de la capitale ? Je sais plus ce que c'est. Attendez, il y a une map au début. Et la map, c'est la map de la capitale. Alors peut-être dans... Bah si, c'est Sapientia. Qu'est-ce que j'ai... Je suis bourrée ? Je crois que je suis bourrée, mais j'étais plus sûre. Si, c'est Espéral, voilà. Sapientia, c'est la région, mais c'est dans la capitale d'Espéral. Et en gros, bref, les terres où vivent les femmes, donc va être ramené une centaine d'hommes tous les ans qui vont être amenés à devoir se battre tels des gladiateurs pour se montrer valeureux et les, je sais pas, 10, 20 survivants, je sais plus, vont être nommés, vont avoir la chance de devenir des géniteurs pour les femmes, donc c'est-à-dire qu'ils vont être utilisés pour permettre aux femmes de continuer de procréer parce que évidemment faut bien continuer à faire vivre l'humanité. Donc ils vont leur servir à devenir des géniteurs. Une fois qu'ils ont rempli leur part du contrat, dirons-nous, de devenir géniteurs, ils deviennent alors des hommes de compagnie ou ils sont renvoyés sur l'île. Enfin, vraiment, c'est des mouchoirs. On les a utilisés, on n'en a plus besoin, on les jette. Vraiment, il n'y a aucune considération pour les hommes ici qui sont nommés par beaucoup comme des cafards. C'est des nuisibles. Vraiment, les hommes sont des nuisibles, ils sont utiles le temps qu'on décide qu'ils le sont et après, ils sont achetés et à oublier. Et du coup, on va alterner deux points de vue ici dans ce roman. On va alterner le point de vue d'Adona, qui est la fille de la femme la plus riche et la plus puissante de la capitale, qui est en âge pour demander son géniteur cette année à l'issue justement de ce fameux tournoi style gladiateur que je vous disais, dans le but de devenir mère, d'enfanter, puisque c'est l'objectif de toutes les femmes ici, de devenir mère, de faire perdurer justement cette féminité et
tout ça, j'ai plus les termes, mais bref, de faire perdurer l'humanité. Mais en fait, c'est mieux de dire féminité parce qu'il n'y a pas d'hommes. On veut pas des hommes. Quand il y a des enfants, des bébés hommes, enfin des bébés garçons qui naissent, soit ils sont jetés, soit on les garde de côté et on se dit on va les éduquer pour qu'ils deviennent des hommes de compagnie un peu plus classe, on va dire. Mais qui restent au service de la femme, faut pas déconner non plus. Mais donc bref, on va alterner le point de vue d'Adona qui, elle, entre en âge pour choisir son géniteur et du coup devenir mère à l'issue de... Enfin, très rapidement. Et on va suivre aussi le point de vue d'Hélios qui va justement être un garçon qui vivait sur cette île d'exil et qui est choisi pour devenir futur géniteur, en tout cas pour participer à ce tournoi, pour devenir géniteur à la fin, comme vous avez compris. Et Hélios, lui, on comprend très vite qu'il fait exprès de se faire, d'être sélectionné pour participer à ce tournoi et qu'il appartient à une sorte de rébellion qui a été mise en place dans le but de vraiment retourner sous ce système parce que c'est plus possible, les hommes se rebellent en fait, et c'est compréhensible parce que vraiment ils sont traités comme les derniers des... Ils sont vraiment traités comme des moins que rien, même les animaux sont mieux traités qu'eux à ce niveau-là. Et donc on va suivre tout ça et on va suivre Adona qui va prendre conscience aussi petit à petit de ce qui se passe, même si elle-même elle est plus forcément en adéquation avec ce qu'on attend d'elle, avec le système qui a été mis en place, mais qui ose pas forcément se l'avouer, et parce que c'est beaucoup plus simple de suivre les règles sans se poser de questions et sans chercher à sortir justement des carcans et de ce que l'on attend de nous. Bref, on va voir tout ça et c'était hyper chouette, c'est hyper fluide, alors c'est très chapitré, donc ce qui fait que c'est beaucoup de petits chapitres et dans lesquels on alterne les points de vue d'Adona et Hélios, donc on avance très vite dans l'histoire. Les personnages sont hyper intéressants parce qu'on va avoir du coup Adona et Hélios bien évidemment, mais aussi des personnages qui gravitent autour d'eux, qui sont d'un camp, de l'autre, qui vraiment viennent apporter un petit peu de consistance aussi à tout ça. Et c'était hyper chouette, j'ai adoré. La fin du tome 1 se termine en plus sur une ouverture où c'était pas possible de s'arrêter là-dessus. Heureusement, sur le mois de juin, nous sommes en train de lire le tome 2 parce que c'était pas possible en fait d'arrêter comme ça, de se dire bon bah je sais pas quand est-ce que je lis la suite. Non. J'avais besoin de lire la suite dans la foulée quasiment. Donc là je suis en train de lire le tome 2 parce que faut pas déconner non plus. Mais c'était vraiment très très chouette. C'est une très belle découverte que je fais de la plume de Cassandre Lambert qui m'a complètement convaincue là dans ce tome 1 et qui continue de me convaincre avec la lecture du tome 2 que j'ai quasiment bientôt fini d'ailleurs. Il doit même pas me rester 100 pages donc je suis vraiment sur la fin. Mais j'adore ce que je lis, c'est beaucoup trop bien. Je ne peux que vous encourager à lire cette duologie qui permet de remettre beaucoup de choses en question. Aussi, chose intéressante qu'elle explique à la fin des notes, à la fin en note de l'autrice. Au début de chaque chapitre, vous avez, je sais pas si vous allez voir, mais vous avez une sorte de note où là on nous dit que c'est Dexicrét... J'ai pas pris le nom plus facile. Mais bref, qu'une nana, magistrate, extrait de son discours prononcé sur l'Agora d'Espéral, donc c'est le nom de la capitale, en 298 avant l'ère originelle. Et en fait, on va avoir à chaque fois des citations de personnages de femmes inventées de l'univers qui vont sortir des choses qui sont hyper... pas misogynes, du coup c'est quoi l'inverse de misogyne? Bref, qui vraiment continue de considérer les hommes comme des moins que rien. Et à la fin, l'autrice nous explique que toutes ces citations sont les noms qui ont été utilisés, c'est la féminisation de noms de penseurs, de philosophes ou quoi qui ont réellement existé et qui ont dit ça et pour lesquels en fait elle a juste inverser le rôle de la femme et le rôle de l'homme dans la citation pour faire en sorte que ça soit les hommes qui soient considérés comme des moins que rien, mais en fait elle n'a pas modifié les citations outre ça, et donc se dire que il est vraiment existé de telles citations qui rabaissaient du coup la femme plus bas que terre, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ici, le fait que ça soit un roman et que rien ne soit réel, on se dit ah ouais non c'est dur, mais quand on sait que ça a des mots qui ont vraiment été prononcés, qui ont vraiment été pensés, pouah, c'est dur, ça, et des mots qui ont vraiment été couchés sur le papier dans le but de les partager, c'est très très dur, c'est très très dur. Bref, dans tous les cas, je ne peux que vous encourager encore une fois à lire l'Empire des femmes, c'est hyper chouette, c'est très fluide, ça a des beaux messages, vraiment c'est très très sympa, c'est très très sympa, je suis très contente. Et je suis déjà en train de me poser la question de me dire est-ce qu'il faudrait pas que je me rajoute du Cassandre Lambert dans ma palle, parce que là, une fois que j'ai terminé l'Empire des femmes 2, j'en ai plus d'autres dans ma palle et ça va plus du tout. Bref, c'était très très chouette et encore une fois, lisez-le, vraiment. Il est disponible en poche, je sais pas si c'est disponible en audio, il me semble pas. J'ai pas envie de vous dire une bêtise, mais il me semble pas. Mais c'est disponible en poche, c'est disponible en e-book. Franchement, vous n'avez pas de raison de ne pas craquer sur l'Empire des femmes. C'est donc la fin de tous les livres que j'ai pu lire au mois de mai. Malgré, comme je vous dis, un mois avec un rythme assez chaotique, je suis plutôt contente quand même d'avoir réussi à lire ces 6 livres, sachant que, en règle générale, c'était des très bonnes lectures, vraiment, à part Magical Girl, qui malheureusement est l'exception qui confirme la règle, mais sinon, en fait, tout le mois de mai, quand je regarde, c'est des super lectures.
C'était des super lectures, alors certaines plus que d'autres, mais en règle générale, c'était que des super lectures. Donc je suis trop contente, ça fait plaisir. Au moins au niveau lecture, le mois de mai était chouette. Yes. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez lu. Quel est le livre qui vous a le plus marqué au mois de mai et que vous seriez prêt à recommander? Dites-moi ça en commentaire, je suis curieuse, je prends les recommandations. Mon anniversaire arrivant à grands pas, il reste 2 mois, mais mon anniversaire arrivant à grands pas, je prends les recommandations pour un petit peu grossir ma wishlist dans laquelle j'ai fait du tri récemment. Et donc, il y a des manques, Donc je prends les recommandations que vous seriez prêts à me faire et à faire en règle générale à tout le monde, puisque tout le monde a accès aux commentaires. Donc faites-nous vos meilleurs recos, des meilleurs livres des meilleurs livres que vous avez lus au mois de mai. Je suis preneuse. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre soutien vidéo après vidéo. J'espère que celle-ci, bien qu'elle soit longue et que ça soit assez fouillis sur certains des livres que je vous ai présentés, a réussi à vous plaire. Et d'ici une prochaine, je vous souhaite à tous de très très belles lectures. Allez, bye les copains, bye bye.